Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas comment vous sentez derrière votre écran, mais en tout cas moi, je vais très très bien. Et comme on est entre nous, je vais vous révéler un petit secret. Le lancement d'une nouvelle émission intitulée Entre nous. Alors entre nous, ce sera des rencontres exclusives, des interviews avec des personnalités du monde du showbiz, des stars du cinéma, du théâtre, du petit écran, des producteurs, des cinéastes, des écrivains, des personnages au destin atypique ou au parcours étonnant, hors du commun. En tout cas, on rencontrera des artistes français, anglais, américains, venant du monde entier, car on peut le dire, ils sont de plus en plus nombreux à venir ici se produire en Israël. Et on échangera avec elles sur leur actualité, sur leur parcours de vie, en toute intimité, entre nous. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir, car ça se passe tout de suite et maintenant. Suivez-moi. Entre nous. Bonjour à toutes et à tous. Alors bienvenue dans notre nouveau programme Entre nous. Et comme vous pouvez le constater, pour démarrer cette nouvelle émission, j'ai énormément de chance car je suis très bien entourée. Je suis avec trois charmants et grands hommes. Donc quand je dis grand, je ne parle pas par la taille, bien que je suis toute petite à côté de vous, notamment vous deux. Mais je parle grand par leur action. Donc il s'agit de Benny Boré. Est-ce que Bernard serait petit? Je voudrais juste savoir ça. Est-ce que c'est ça les ce que vous grands vouliez et charmants. dire? Donc par élimination, les grands on sait. En tout cas, moi je parlais grand par leur action. Non, je voulais juste savoir, c'est important de le dire. Préciser. Voilà. Merci. D'ailleurs, je veux dire que merci, c'était une Bernard. bonne idée de mettre la mer là-bas aussi parce que... Il refait toutes les mauvaises plaisanteries que je fais d'habitude. Allez-y, on vous écoute. Oh, la mère, comme vous pouvez le constater, je pense que vous ouais. vous en doutez, elle est là bien sûr pour représenter la liberté retrouvée. On va expliquer pourquoi, on va expliquer cet espoir, le violon de l'espoir, on va tout expliquer. En tout cas, moi je précise, donc nous sommes en présence de Benny Boré, producteur et organisateur de concerts spectaculaires en Israël, notamment lors de cérémonies nationales. Nous sommes également en présence de Eli Chouraki, que tout le monde connaît, producteur également, réalisateur, cinéaste, metteur en scène et j'en passe. Et évidemment, Bernard Bitan est également producteur et comédien. Alors messieurs, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation déjà. On voulait bronzer, on est venu. Eh ben tu as bien ça. fait. La chaleur est là, la chaleur à la fois du soleil et la chaleur humaine, donc tu as bien fait de venir. En tout cas, Benny, nous sommes avec vous pour deux raisons. Tout d'abord parce que vous venez de sortir un livre qui s'intitule « Si tu es un homme »,
qui retrace la vie de Henri Boré, donc la vie de votre père, que nous allons présenter bien entendu. Et nous sommes également avec vous car vous nous préparez un petit bijou de spectacle qui s'intitule Le violon de mon père, avec le grand orchestre Camerata d'Israël, un des plus renommés et des plus grands d'Israël. Et donc ce spectacle aura lieu le 29 octobre au musée d'art de Tel Aviv et qui sera au profit des enfants défavorisés d'Israël. Élie et Bernard, vous allez nous expliquer votre rôle dans ce spectacle, auquel d'ailleurs participent également, on le précise, Gilbert Montagnier et Valérie Bekessis, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui malheureusement avec nous, mais en tout cas qui nous ont préparé une petite surprise, on verra ça plus tard. Mais avant, pour l'heure, j'aimerais que Benny, vous nous expliquiez un petit peu de quoi il s'agit, ce spectacle. Alors ce spectacle, c'est effectivement l'histoire d'un violon rescapé de la Shoah, qui se confond un petit peu avec l'histoire de votre père, mais qui se confond également avec l'histoire du peuple juif. Racontez-nous l'incroyable épopée de ce violon qui, après 70 ans de silence, va se remettre à vibrer ce fameux 29 octobre. Alors, c'est justement l'histoire que Élie Chouraki va raconter le 29 octobre avec toute l'émotion qui est sienne et qui, je pense, sera authentique, puisque c'est un violon qui a été jeté d'un convoi. Le convoi a quitté le sud de la France. Des rafles avaient été faites par Vichy. Il n'y a pas un seul soldat allemand en zone libre et Vichy opère déjà des rafles. Le train tombe en panne. On est loin de la liberté de la mer et du rivage d'Eretz Israël. On est en pleine race campagne. Le convoi part vers le nord c'est-à-dire Drancy. Et le train tombe en panne. Des voix sont entendues, des déportés qui sont dans le train et qui implorent d'ouvrir les portes et de recevoir de l'eau. Les portes ne seront jamais ouvertes, elles ne seront jamais déverrouillées. Et durant le dépannage du train, un cheminot marche le long de la voie, toutes les voix l'interpellent, il finit par s'arrêter, il répond à apparemment la voix d'un jeune homme, et le jeune homme lui dit « Voilà, j'aimerais vous faire passer mon violon, là où je vais, je n'en ai plus besoin, promettez-moi de le garder. » Le cheminot promet, le violon est poussé par l'ouverture de la porte, il se brise sur les cailloux de la voie, le cheminot le ramasse, le déporté dit merci, et le cheminot repart. En l'an 2000, un vieux cheminot décède dans le sud de la France. Sa fille vend les meubles de la maison. Elle trouve sur une armoire un violon, un étui et un mot expliquant l'histoire que je suis en train de vous raconter. Et je vais m'arrêter là parce qu'une épopée incroyable, frustrante, va faire en sorte que le violon va rester silencieux pendant encore une quinzaine d'années. Et à un moment donné, on va retrouver ce violon. On va passer des moments très émouvants. Ce violon va nous être offert par un apprenti luthier de Marseille. Ce violon, il va traverser la mer, il va revenir à Tel Aviv, il va se retrouver sur l'établi en bois du fameux et légendaire maître luthier des violons de l'espoir, Amnon Weinstein, qui va le démonter, comme vous dites, et qui va le soigner, qui va lui parler, qui va le caresser, qui va le démonter en une centaine de morceaux inertes, des bouts de bois, qui magiquement, remis ensemble, se mettent à vibrer. On ne comprend pas pourquoi. Même moi, après tant d'années, je ne comprends pas comment et pourquoi. Et pendant des mois, ce luthier va m'appeler pour me dire « N'aie aucun espoir, ce violon est tellement détruit, il est tellement misérable, il est tellement incapable de jouer que je ne vais pas arriver à lui redonner vie. » Et pendant des mois, il m'appelle pour me dire « Aucune chance. » Je finis, je reçois un appel de vite partir à Paris parce que mon père était dans une situation précaire, une situation de santé très mauvaise. Je pars. Malheureusement, il nous quitte quelques jours après. Le même jour où il nous quitte, je reçois le soir même un appel du luthier qui ne connaît pas la situation et qui me dit, plein de joie qui passe jusqu'à l'écouteur de téléphone, je t'appelle pour te dire
que le violon vient de se remettre à jouer aujourd'hui même, le jour où mon père est parti. Mon père, l'enfant du livre. Et Aurélie, Aurélie. de son vrai prénom Henri Bronstein. Aurélie. Et le luthier me répond, il me dit, regarde, étant donné que le violon devait arriver à Drancy et qu'il n'y est jamais arrivé, étant donné que ton père, gosse de 10 ans, de 11 ans, devait arriver à Drancy parce qu'il doit être arrêté durant la rafle du Veldiv, il arrive à s'enfuir au dernier moment et qu'il n'est pas arrivé, laisse-moi s'il te plaît la folie du destin de graver le nom de ton père dans le corps de l'instrument. Et ce jour-là, le violon est devenu le violon de mon père. C'est que des symboles. Magnifique. Élie et Bernard, donc ce fameux 29 octobre, les sons de cet instrument vont résonner avec les sons de vos voix, puisque vous allez lire certains passages du livre « Si tu es un homme ». J'ai envie de vous demander à tous les deux, pourquoi vous avez voulu participer à ce spectacle? Qu'est-ce qui vous a inspiré dans cette histoire? Bernard? D'abord, c'est un privilège de participer à ce concert. D'abord parce que c'est aussi un hommage à Henri Boré, le papa de Benny, que j'ai eu la chance de connaître il y a très longtemps. J'ai pu voir également son étoile qui tenait dans son portefeuille. Et c'est aussi, en tout cas au niveau personnel, ma façon de rendre hommage au fondateur du Quai Nord, à ce sioniste inspiré, convaincu. Et donc voilà, c'est juste un privilège d'y participer. À moi, pareil, j'ai connu Henri Boré, je crois, il y a quelques décennies. C'était un homme que j'adorais, avec qui je m'entendais très bien. Je riais beaucoup avec lui, d'ailleurs. Et voilà, quand le spectacle est arrivé, les choses se sont faites naturellement et je suis très heureux de participer à ce moment. Alors il faut dire aussi quand même, on précise que tous les deux, l'histoire de la Shoah, l'histoire du peuple d'Israël, vous ont souvent inspiré, puisque vous avez vous-même produit un film qui s'appelle « Ô Jérusalem ». Vous avez produit la comédie musicale « Le sel et le miel ». C'est aussi un moyen pour vous de raccorder dans cette continuité-là? Écoutez, c'est très simple. C'est un spectacle qui est très bouleversant. On l'a fait à Paris déjà une fois et on a tous été très émus. C'est très émouvant d'avoir de jeunes violonistes qui jouent avec des violons qui n'ont pas joué depuis des décennies, des violons qui représentent un peu les âmes de ceux qui sont partis, qui ont disparu. Donc c'est vrai que c'est un moment de grande tendresse et de grande amitié. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Il ne faut pas le prendre comme un moment triste. C'est quelque chose qui est plein de richesse, d'espoir, c'est pourquoi nous sommes près de la mer, de sourire. C'est vrai que bon, on sait ce qui s'est passé. On ne va pas refaire le récit de l'histoire, ouais. Mais c'est vrai que ce moment-là est un moment où on honore un peu le passé, mais aussi on est tendu vers le futur. Et ces jeunes violonistes qui jouent de ces violons d'espoir sont notre futur et c'est eux qu'on accompagne. Élie, est-ce que vous avez pensé peut-être justement réaliser un film sur l'histoire de ce fameux violon? Non, peut-être un spectacle. Il y a en tout cas tous les ferments dans cette histoire pour réaliser un spectacle musical. Il y a la musique, il y a les histoires. Il faut voir un peu. C'est vrai qu'il y a, vous savez, il y a bien sûr là, même dans ce livre, il y a 1000 histoires à raconter. Hein. Il y a toujours, dès qu'on touche à des périodes terribles de notre humanité, de l'humanité en général et de la nôtre en particulier, des histoires à raconter. Alors le soir du 29 octobre, vous aurez aussi à vos côtés Gilbert Montagnier, qui n'a malheureusement pas pu être présent aujourd'hui avec nous, mais il a tenu à nous passer un petit message. Écoutez. Je suis tellement heureux de me retrouver à côté de mon ami Benny Boré et d'évoquer avec vous la belle mémoire de son papa. Et je suis sûr qu'il nous regardera d'en haut. Et nous, bien sûr, nous sommes en bas, mais tellement heureux d'y être, le 29 octobre. Enfin, pour la touche féminine et élégante de ce spectacle... Ah, parce que nous, on n'est pas élégants. Féminine, non, ça c'est sûr que non. Je parle de l'élégance féminine. Ah d'accord, j'ai eu peur. Nous aurons également, tout le monde la connaît, Valérie Abécassis, très connue pour ses émissions culture sur la chaîne I24. Et elle aussi, elle a tenu à nous passer un petit message. Écoutons ce qu'elle a à nous dire.
Alors on se retrouve le 29 octobre, je vous raconterai une histoire personnelle, intime, qui est en fait une histoire universelle et qui nous concerne tous. Rendez-vous donc dans ce magnifique musée d'art moderne de Tel Aviv le 29 octobre. Alors Benny, parlons à présent de votre papa. Donc votre père, Henri Bronstein, devenu Henri Boré et que l'on surnommait Aurélé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui était votre père? Mon père était à cette époque un enfant révolté, un enfant voyou, un enfant qui ruait dans les brancards, qui compensait son manque de savoir par la débrouillardise. Celui-là passe vraiment sur ta tête. Pratiquement, il est... Oh, c'est à chaque fois que c'est Benny Boré, il y a l'avion qui passe. allez, vas-y. Alors, et pour en revenir à mon père, c'est donc cet enfant qui nous prend par le Pletzel, par le marais des années 30, des années 40, par la fuite impossible, comme l'étaient toutes les fuites de tout le monde, par la ligne de démarcation, par le passeur qui disparaît, par une frontière pratiquement infranchissable, car entre la France et la Suisse, c'est une des frontières les plus gardées à l'époque, par une descente aux enfers, par une descente dans un espèce de puits sombre jusqu'à cette soirée où il va être adopté par une famille suisse extraordinaire, c'est ce qu'il me disait. Le docteur Ayman, qui avait été l'ami de Theodor Herzl, qui avait participé au premier congrès sioniste de 1898 à Basel, et chez qui il va tout apprendre. Parce que je dis ça avec le sourire, si le docteur Ayman n'avait pas été là, pas sûr que j'aurais été devant vous maintenant ici à cette table sur les rivages d'Israël. Et ce garçon a grandi, à ses mots, il fait partie de cette génération unique. Voilà qu'une génération va voir le pire. Une partie de cette génération, trop peu nombreux, vont voir le meilleur, c'est-à-dire un peuple qui se lève de ses cendres, qui se met debout, qui va réaviver sa langue, enfermée, endormie dans des livres millénaires, qui se met en marche, qui traverse la mer, qui plante une fleur dans un désert. Et mon père, jusqu'au dernier de ses jours, ne va pas s'habituer à ce que ses yeux ont vu. Chaque matin à son réveil, ce sera un nouveau miracle, comme si tout recommençait à zéro. Vous, Bernard, qui êtes un passionné de littérature, qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre? Ce que j'en pense, et je le dis sans flagornerie pour Benny, c'est d'abord, ça se lit comme un roman, ce qui est déjà super agréable, avec énormément je trouve très poétique ce livre, hein, avec beaucoup d'images, et donc il se lit effectivement de métaphores, d'images, il se lit vraiment comme un roman, et on rentre dedans, on n'arrive pas à en sortir. Donc forcément, oui, je l'ai aimé, mais... Il y a du suspense aussi, on est pris par l'histoire au début. C'est ça, on va se dire... Oui. On connaît la fin, puisque le petit Aurélé va survivre à tout ça, mais effectivement, il y a quelque chose, il se lit comme un roman. Donc oui, forcément, j'ai aimé. Et j'aime la prose aussi. Élie, si vous deviez définir ce livre et Henri Boré en un mot? La joie de vivre. Voilà. Henri, c'était la joie de vivre, c'était une énergie positive, quelque chose qui m'a toujours séduit. Encore une fois, à chaque fois que je l'ai rencontré, il n'y avait aucun attendrissement sur soi-même. C'était vraiment quelque chose de très positif, même si il croisait des moments difficiles, il y avait cet esprit de lutte et de combat. Et je trouve que ça sort très très bien dans le livre. Et c'est pour ça qu'il est agréable à lire. Votre papa gardait toujours dans sa poche, on le lit à travers tout le livre, hein, cette fameuse étoile jaune. Pendant toute son épopée, toutes ses épreuves, il a toujours gardé cette étoile dans sa poche. Est-ce que vous avez gardé cette étoile, Benny? Oui, je l'ai gardée. Elle était à un moment donné dans la poche d'un de mes fils.
quand il était en uniforme de l'armée, à Tzahal pendant ses entraînements. J'en ai mais cette étoile, qui effectivement a été dans sa poche une grande partie de sa vie, et comme Bernard disait dans son portefeuille, s'est retrouvée à un moment donné chez mes enfants, à l'armée. Je voudrais vous dire que quand j'ai entendu pour la première fois Élie raconter à Paris l'histoire de ses violons, et quand je suis arrivé chez Bernard à la maison il y a quelques jours, et Bernard m'a ouvert le livre et chaque 3 pages était coloré avec un marqueur en jaune, vraiment j'ai eu l'impression que j'ai tout à apprendre. Voilà, c'est l'occasion de leur dire merci d'être ensemble. Parce que comme mon père disait, quand on est seul, on ne vaut pas grand-chose. Quand on est ensemble, on peut tout faire. Tout à merci. Fait. L'unité. À vous deux. Et l'unicité. Merci Béni. Béni, parlez-nous un petit peu de vous à présent. Vous êtes installé en Israël depuis 40 ans. Vous avez initié, organisé et produit de magnifiques événements, notamment une gigantesque prestation à Masada. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire un petit peu votre parcours vite fait? Alors encore une fois, seul, on ne vaut pas grand-chose. À Masada, on était des centaines de personnes. On s'est retrouvés dans l'équipe. On s'est retrouvés... Donc c'était pour les 40 ans... Pour les 40 ans de l'État d'Israël, au pied de la montagne de Masada, avec 5000 personnes. L'orchestre philharmonique, Zubin Mehta, Yves Montand comme maître des cérémonies, Grégory Peck comme maître des cérémonies. Beaucoup d'émotions, beaucoup de musique, beaucoup de lumière, beaucoup de moments inoubliables. On s'est retrouvés devant les murailles de Jérusalem pour la finale des 3000 ans de Jérusalem. L'Orchestre symphonique de Jérusalem, Pinchas Zuckerman, Isaac Stern, Teddy Kollek, Charles Aznavour, invité d'honneur, qui est monté sur scène. Les violons de l'espoir pour les 60 ans de l'État d'Israël, qui était donc le premier concert où les fameux violons retrouvés se sont remis à jouer pour la première fois, tous ensemble, au pied des murailles de Jérusalem. Et puis le dernier concert, il y a 2 mois, qui se nomme lui aussi Annie Kinor, en l'honneur des 50 ans de Jérusalem, donné au pied des murailles et au pied du mont du Temple. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, depuis 10 ans, vous soutenez le travail du maître luthier, Amnon Weinstein. Ah, j'ai eu la chance de le connaître, d'apprendre, de lui proposer pour la première fois d'organiser un et des concerts avec les violons dont le but ultime est de revenir à la vie. Le but de ces violons, ce n'est pas qu'ils soient dans des coffres-forts, mais c'est de les entendre jouer sur scène, comme ça va être le cas le 29 octobre, avec le violon de Drancy, qui va se remettre à jouer pour la première fois en Israël. Et oui, j'ai eu cette chance de travailler avec lui sur la production de concerts. Au départ, quand je l'ai connu, il avait 4 instruments. Aujourd'hui, il en a pratiquement 70 et on arrive aux 70 ans de l'État d'Israël. Voilà. Élie, oui. Je ne sais pas quel est votre passage préféré dans le livre, mais en tout cas, si vous le voulez bien, j'ai sélectionné un passage qui vous correspond parfaitement. Absolument, je vais le lire. Et qui représente justement cette génération qui a vu le pire, mais aussi qui a vu le meilleur. Je lis. S'il vous plaît. Alors, après des millénaires de persécution, une nation renaît d'un amas de cendres. Des communautés entières reviennent des 4 coins du monde vers une terre qui n'existait plus que dans les livres. Et c'est dans ces mêmes livres qu'une langue endormie depuis 2000 ans va revivre, fait unique dans l'histoire de l'humanité, alors que des dizaines de langues, et peut-être plus, disparaissent chaque année. Le tanneur de Fès, le bijoutier du Yémen, le comptable de Bagdad, le commerçant de Boukhara, le prisonnier du Goulag, le berger d'Éthiopie, le docteur de Berlin, le croyant, l'athée, l'occidental et l'oriental, tous sont désormais voisins de palier. Ils devront réinventer les repères perdus, servir dans les mêmes unités, affronter 8 guerres et des milliers d'attentats. Entourés par un océan de fanatisme, ils feront reverdir le désert
exhumeront leur antique cité, bâtiront des villes sur le sable et créeront l'unique démocratie de la région, probablement la seule où le nombre de partis est si élevé que les électeurs même en perdent leur hébreu. Voilà, ça résume bien. Ça résume absolument. En tout cas, pour en revenir au concert, donc le violon de mon père, qui je le rappelle aura lieu le 29 octobre au musée d'art de Tel Aviv. Il est important, Benny, de préciser que les bénéfices de ce spectacle iront au profit du Jaffa Institute pour les enfants défavorisés d'Israël. Patronage au concert. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus? Est-ce qu'il y a un projet en particulier? Le Jaffa Institute est représenté par le lieutenant-colonel Yaakov Perez, qui œuvre pour 1400 enfants répartis dans des foyers, des enfants en difficulté, de toutes origines, de toutes religions, du nord au sud d'Israël. Et c'était important pour nous que tous les sujets qu'on a évoqués maintenant et qu'en partie on va retrouver avec beaucoup d'émotion entre les notes de musique finissent et se concrétisent par les enfants, parce que les enfants, c'est la réponse à toutes les questions que vous avez posées ici. C'est le début et la finalité de chaque chose. Voilà, notre programme Entre nous se termine sur ces belles paroles. Nous avons passé un très bon moment en tout cas, chers invités et chers téléspectateurs, nous avons passé un très bon moment entre nous. Moi en tout cas, je vous invite grandement à aller ce spectacle qui aura lieu au musée d'art de Tel Aviv, donc le 29 octobre à 21 h. D'ailleurs, dépêchez-vous de réserver vos places parce que je crois que c'est presque complet. Voilà, et c'est évidemment chez Isra Stage. Voilà, il vous suffit de rendre sur le site internet www.israstage.com ou de téléphoner au numéro qui apparaît en bas de votre écran. Et vous pouvez aussi, bien entendu, envoyer directement vos dons au Jaffa Institute en faveur des enfants défavorisés d'Israël. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne prochainement rendez-vous pour la suite de notre émission Entre nous.